C'est parti pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, j'ai 4 romans et 3 graphiques à vous présenter et j'avoue que globalement, tout a été de très bonnes lectures, voire d'excellentes lectures. Comme d'habitude, à chaque fois je vous le dis, les bonnes lectures entraînent un mood de lecture hyper addictif et donc forcément entraînent plus de lectures et donc plus de meilleures lectures entraînent plus de lectures et plus de... Bon bref, vous avez compris, c'est pas toujours le cas, mais globalement, ça fonctionne un petit peu comme ça, donc je suis toujours hyper contente de vous présenter des lectures que j'adore. Je vais commencer par les lectures graphiques. J'ai continué avec la saga To Your Eternity, le tome 5 je sais jamais, de Oshitoki Yoma, chez Pika Édition. On suit toujours cette entité qui s'appelle Im, qui est une entité qui est arrivée sur Terre. Et en fait, à chaque fois, on va la suivre. L'entité va arriver dans un endroit où elle va s'intégrer, elle va créer des connaissances, elle va lier connaissances, elle va créer du lien. Et en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui va décéder dans le groupe. C'est systématique. Il y a quelqu'un qui va décéder dans le groupe. Et à partir de ce moment-là, l'entité va décider de quitter le groupe avec lequel elle est, avec lequel elle a généralement créé un lien assez fort. Et elle va intégrer l'enveloppe, le physique de la personne décédée. En gros, elle va pouvoir reproduire l'enveloppe corporelle, mais évidemment, ça n'est plus la même personne. À chaque fois, je me fais avoir de la même façon. À chaque fois, je me dis, punaise, je ne vais pas m'attacher à ce groupe, au groupe qu'elle intègre, qu'il intègre, que cette entité intègre. Et à chaque fois, je m'y attache énormément. Et à chaque fois, j'ai un petit coup derrière la nuque quand il y a une personne qui décède. Et je suis là, tristesse infinie. Et c'est horrible. Dans ce tome-ci, dans ce tome-ci et le tome précédent, on est sur une ambiance qui est très à la Gladiator, un petit peu avec une ambiance, les gladiateurs et tout ça. Je peux pas je vais pas vous en dire plus, mais généralement il y a 2 tomes qui ont la même ambiance, donc je ne sais pas ce que va nous réserver la suite. Ce que je sais, c'est que c'est, je pense, une de mes sagas de manga préférées. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que l'entité Im, elle est extrêmement attachante et l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, malheureusement je n'ai pas fait de recherche avant, j'aurais pu le faire, euh, a- arrive à nous faire nous attacher de manière assez rapide à tous ces personnages, donc c'est quand même très très fort. J'ai hâte de savoir ce que la suite va me réserver. Le livre que j'ai lu ensuite, le graphique suivant, c'est La Marche Brume, le souffle des choses de Stéphane Fer. C'est un livre que j'avais vu chez l'une d'entre vous, il me semble, je crois que je dis une bêtise peut-être, mais il me semble que c'était chez Eclectic Livre. C'est un livre que j'ai pris en médiathèque. On va suivre ici l'histoire d'une ogresse, ici, qui vit dans un monde où la brume a envahi l'univers. C'est une brume qui apparemment est toxique, enfin une brume en tout cas qui est agressive, qui cache des démons. Et notre jeune ogresse, elle va être élevée par un coven de sorcières où elle a une place un peu particulière parce que elle n'est pas sorcière, elle n'est pas que sorcière, enfin, elle n'arrive pas à accéder au pouvoir des sorcières parce que la personne qui l'élève, qui est a priori sa grand-mère, on comprend au fur et à mesure du texte, ne veut pas l'initier au pouvoir des sorcières. Donc notre jeune ogresse, elle doit faire avec ce physique qui est différent des autres et forcément, elle ne fonctionne pas de la même manière jusqu'au jour où elles vont toutes être amenées à changer leur mode de vie. C'est un graphique que j'ai énormément aimé. C'est un graphique qui fut un énorme coup de cœur. Par les traits, je vous montre quelques planches, par les traits, par l'histoire. L'histoire est géniale. Elle est hyper bien ficelée. Le personnage de Tempérance l'ogresse, elle est super. Elle est très, très impulsive et en même temps, elle est très attachante. Et évidemment, le coven de sorcières, c'est un vrai régal parce qu'il y a des personnages qui sont en couleur et j'ai adoré. On est quand même sur une histoire qui est assez sombre. On est sur une histoire on est sur une histoire féministe, mais on est surtout sur une histoire qui vient un petit peu titiller l'histoire avec un grand H. J'ai hâte de savoir ce que l'auteur va nous réserver. Je crois qu'il est actuellement en train d'écrire la suite. J'ai vraiment surkiffé ce premier tome. Le dernier graphique que je vais vous présenter, il s'agit du Voyage d'Ourselune de Haut chez Le Renard Doré. C'est une nouvelle collection qui s'est ouverte chez, il y a marqué rue de Sèvres, je crois que c'est ça.
J'avais très envie de découvrir les 3 mangas qui viennent juste de sortir chez cette maison d'édition. Et j'ai commencé par celui-ci parce que déjà la couverture m'a attiré énormément. Et puis les dessins, j'ai trouvé juste splendides en fait. Donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure. On va suivre un ours qui va se réveiller, on ne sait pas trop d'où il vient, on émerge en même temps que lui, ours lune, et qui va lier d'amitié avec une corneille. Et tous les deux, en fait, ils vont partir à la recherche des autres ours qui peut y avoir sur cette planète, parce que ours lune, il comprend pas, il a perdu les autres ours, et donc ils vont les chercher ensemble. Et il va y avoir une amitié très forte qui va se lier entre ces deux personnages. Et il va y avoir, on va suivre vraiment cette aventure. Alors, je pense que c'est un tome unique, hein, vraiment, c'est juste une tranche de vie. On est sur un périple initiatique très fort pour ces deux personnages. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'amitié et l'amour qui va se développer entre ces deux personnages. C'est une lecture qui est extrêmement douillette, une lecture qui est extrêmement douce, qui peut se lire, je pense, à tout âge, et qui est remplie de tendresse et de bienveillance, et ça fait du bien. Il y a eu des moments qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Au moment où je l'ai lu, j'étais en gros stress parce que j'attendais mes résultats d'examen pour le corps, et donc ça a été hyper agréable de me poser, de prendre un livre et vraiment de me plonger dans cette histoire où il y avait que de la douceur et de l'amour, et ça fait du bien dans ce monde de Dieu. J'ai lu ensuite en lecture commune avec les deux Claire et avec Barbara, nous avons lu Ils étaient sept de C.A. Larmer chez Le Cherche Midi. C.A. Larmer, soit je dis en français, soit je dis en anglais. C.A. Larmer, hein, parce que ce sera plus simple. Dans cette histoire, on va suivre Alicia qui vit avec sa sœur, et Alicia, elle a très envie d'ouvrir. Elle est dans un. Alors, ça commence, elle est dans un club de lecture où c'est hyper codifié, où voilà, faut donner la. Enfin, faut dire sa parole, enfin prendre la parole, je vais y arriver, à un certain moment, faut manger à un certain moment, faut faire ci à un certain moment, bref, elle en a marre, ça lui plaît pas du tout, donc elle décide de claquer la porte de ce club de lecture et de monter son propre club de lecture de livres policiers. Elle, c'est une grande fan d'Agatha Christie, elle vit avec sa sœur, et donc elle décide d'ouvrir toutes les deux ce club de lecture où il y a des personnages qui vont arriver, des personnages hauts en couleur, avec des tempéraments un peu stéréotypés et très marqués. Il va y avoir la bibliothécaire, il va y avoir la vendeuse de vêtements dans un magasin, la riche jeune femme qui s'ennuie chez elle, bref, le docteur. Il va y avoir plusieurs personnalités comme ça. Et jusqu'au jour où l'un des personnages de ce club va disparaître, et le club va donc se retrouver à enquêter sur cette disparition. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est Claire qui m'avait offert ce livre. Je te remercie, Claire, si tu passes par là. C'est un livre qu'on a beaucoup aimé. Enfin, je vais parler pour ma part. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très facilement. C'est un cozy mystery. C'est un cozy mystery qui est très actuel, où on ne va pas se retrouver avec les problématiques de grossophobie, par exemple, qu'on avait dans Meurtre ou de misogynie, ou qu'on a dans certains cozy mystery qui vieillissent un peu. On n'est pas non plus sur un stéréotype de l'héroïne qui se met dans une situation absolument improbable. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette histoire, c'est une fois qu'on l'a terminée, on se dit tout était déjà dit. Je ne peux pas vous en dire plus. Le seul truc, c'est que voilà, après, il faut le prendre comme tel. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez un comédien? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un cozy mystery? C'est plutôt l'ambiance, même si là, au final, j'avais pas trouvé qui était le meurtrier au final, ou la personne qui avait disparu. Bref, c'est pas très grave, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup aimé parce que ça se lit facilement, ça détend, ça fait du bien, c'est pas prise de tête, les personnages sont quand même assez sympathiques. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. J'ai le tome 2 dans ma page, je la lirai avec plaisir. Après, pour les Cozy Mystery, c'est toujours un peu pareil. Pour qu'on s'y attache, il faut attendre un petit peu, peut-être un tome, 2 tomes, même si des fois ça vient tout de suite. Là, je pense qu'il y a du potentiel et qu'il y a moyen de se régaler sur la suite. Je vais continuer avec une lecture que vous avez choisie dans le vote YouTube. Je vous rappelle que tous les mois, je mets dans l'onglet communauté 4 photos, et vous pouvez voter pour ma lecture de la catégorie vote YouTube. Ce mois-ci, vous aviez voté pour Hamnet de Maggie O'Farrell, qui m'avait été offert par Barbara, que je remercie encore infiniment dans mon calendrier de l'Avent. Merci Barbara. Ici, on va suivre l'histoire de la vie de Shakespeare avec 2 temporalités. On va suivre une temporalité avec William Shakespeare quand il a rencontré sa femme,
et une autre temporalité où on va suivre sa vie de famille à l'heure actuelle avec sa femme et ses enfants, dont Hamnet, son fils. On étant donc en 1596 dans la campagne anglaise et on sait déjà, le décor est planté parce qu'on nous dit dès le départ ce qu'il va se passer. On nous dit dès le départ le postulat de départ de l'histoire de William Shakespeare. Si vous faites des recherches, c'est la vraie vie de Shakespeare. Qu'est-ce qui s'est passé pour ses enfants? Et donc, on va suivre cette histoire. J'ai envie de dire qu'au-delà de William Shakespeare, cette histoire va surtout nous raconter l'histoire de sa femme. Il y a une toute petite part qui pourrait limite être fantastique, mais pas tant que ça. Mais il y a un tout petit côté qui pourrait paraître fantastique dans la vie de la femme de William Shakespeare. Mais bon, après, ça reste quand même. C'est une histoire qui est romancée, bien évidemment, puisqu'il y a des dialogues et tout ça. Il y a un parti pris sur le père de Shakespeare, où je sais pas si c'est vrai, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé là-dessus, j'ai rien trouvé, mais c'est pas impossible que ça soit la vérité. C'est une histoire que j'ai lue en lecture commune avec Barbara et Claire, il me semble. J'ai comme un énorme doute, donc je vais éviter de dire une bêtise. Si vous passez par là, les filles, j'en suis désolée. C'est parce qu'on fait trop de lecture commune et je me mélange les pinceaux. Moi, ce que j'ai pensé de cette lecture, c'est que ça a été une lecture extrêmement déroutante. On sent dès le départ qu'il y a quelque chose, je crois que c'était avec Claire et Barbara. On sent que déjà dès le départ, il y a quelque chose d'extrêmement pesant, d'extrêmement lourd dans cette vie de famille. On n'est pas sur du secret de famille, pas du tout. On sent direct que ça pue dès le démarrage, avec ce père, le père de Shakespeare, qui est un être absolument odieux. Et on sent cette espèce de chape de plomb de la vie de village qui est pesante. Et en fait, l'autrice, elle nous distille ça sur tout le long du récit, avec quelque chose d'extrêmement moite et pesant, en fait. Je ne saurais pas dire si c'est une lecture que j'ai aimée ou pas aimée. C'est une lecture, en tout cas, qui va me marquer énormément parce qu'elle était forte. Si je pense que c'est quand même une lecture que j'ai aimée parce que la fin est très particulière et la fin, il y a quelque chose de très beau. Mais ça reste une lecture qui, je pense, il faut commencer quand on est dans un bon mood parce que on n'est pas quand même sur une lecture facile. Alors bien sûr, il y a des livres qui sont bien plus difficiles que ça. C'est pas en soi, c'est pas ce qui est décrit dans le livre qui est dur, c'est l'écriture de l'autrice qui va vraiment nous mettre ce côté très lourd sur les épaules avec ce truc, on est étouffé vraiment dans ce carcan-là de société et où on sent qu'on ne peut pas s'en sortir et on est à la place de tous ces protagonistes et on se dit mais c'est dur quoi, c'est dur. Cette vie rurale qui est difficile quoi. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais c'est une lecture qui ne me laissera pas indemne parce que il y a vraiment ce truc elle est entière, elle est impactante cette lecture. Et pourtant, elle ne décrit rien d'extraordinaire. Et c'est ça qui est très très fort. C'est finalement, il n'y a pas de secret de dingue qui est révélé. Il n'y a pas de twist. Il y a rien de tout ça en fait. C'est vraiment, en fait, l'autrice, elle a cette force-là d'arriver à faire quelque chose d'incroyable avec pourtant juste les mots et pas les faits. Je ne sais pas si je relirai Maggie O'Farrell. Je pense que oui, mais en tout cas, je réfléchirai. C'est comme, j'allais dire, c'est comme Tiffany McDaniel, mais en fait, Tiffany McDaniel, il y a aussi des faits qui sont quand même très très marquants, ce qui n'est pas forcément le cas dans celui-ci. C'est une lecture en tout cas qui restera ancrée en moi, ça. Je vais continuer ensuite avec une suite de sagas que je vais vous présenter. Et comme c'est une suite de sagas et que la couverture est spoilante, je ne vais pas mettre le livre de face. Ne zoomez pas sur la 4e de couverture si vous ne voulez pas être spoilé. Je parle bien évidemment du 2e tome de Wayward Pines de Blake Crouch. Chez Gellmeister, on est ici, oui, c'était 10-18, je ne l'ai pas dit avant, on est ici sur la suite de cette histoire de cet agent qui s'est réveillé dans un endroit où il n'avait plus de mémoire, il ne savait pas où il était, en fait, il est dans un endroit quand même supra chelou où tout le monde a une attitude un peu bizarre et il essaye de comprendre comment il a pu arriver là. Ça, c'est le twist, non, pas le twist, le pitch du tome 1. Dans le tome 2, on va aller un peu plus précisément dans ça sent pas très bon et ce personnage commence à agir un petit peu plus sur son environnement.
Et vraiment, on sent qu'on va aller vers quelque chose qui est pas super joie et super bonheur et petite maison dans la prairie. Ça reste une lecture que j'ai trouvée extrêmement addictive. C'est une saga qui se lit très facilement. Je suis en train de lire le tome 3 et je suis évidemment en train de le dégommer. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite à la découvrir. Et encore une fois, je suis peut-être très relou avec ça, mais ne regardez pas les couvertures. Je comprends pas. C'est dommage parce qu'elles sont absolument magnifiques, mais elles sont absolument spoilantes, quoi. Si vous... Et pourtant, si on ne le sait pas, parce que moi je ne le savais pas dans le tome 1, et enfin, j'avais pas regardé la couverture du tome 2, mais si on ne sait pas comment ça tourne, on ne peut pas le deviner. Enfin, moi je ne l'avais pas deviné en tout cas. Quand j'arrive à la fin, quand arrive la révélation à la fin du tome 1, j'étais là, ah, 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 ah bon. Ah bah, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette surprise de ah mais on pensait qu'on allait partir de là, mais en fait on va là, mais j'avais pas capté quoi. Donc bah, découvrez-le par vous-même et essayez de ne pas. Je sais même pas comment je vais chroniquer le tome 2 sur Instagram sans que la couverture ne se voit. Je vais terminer cette update lecture avec un énorme coup de cœur, mais en même temps, c'était pas difficile quand on voit l'auteur. C'est un service presse, il s'agit de La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. Dans cette version hardback, c'était pas prévu, mais il restait un exemplaire qui traînait et j'ai eu la chance de le recevoir, donc j'ai été infiniment joie et bonheur. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire, je l'ai lu en lecture commune avec Claire, puisque c'est avec elle que je découvre les Robert Jackson Bennett. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Shara, une jeune femme oui, elle est une jeune femme, oui, elle est jeune, elle a une trentaine d'années, elle est jeune, qui est diplomate et qui va se retrouver à être envoyée dans un endroit, dans une ville où en fait un historien a été assassiné et dans ce monde, enfin elle va donc dans cette ville où l'historien est assassiné. Elle va enquêter sur le pourquoi du comment. Dans cette ville et dans ce monde, on sent qu'il y a un clivage qui se fait entre deux clans, même plus que deux clans, mais en tout cas il y a deux clans, et que la ville où va Shara a été détruite à un moment, et qu'il y a plein de choses qui sont là, qui sont cachées, qu'est-ce qui se passe. Il y a évidemment toute une histoire qui est à découvrir, avec des divinités, avec plein de choses qui sont fournies dans cet univers. Je ne peux pas tellement vous en dire plus, si ce n'est que je pense que plutôt que de lire la quatrième de couverture, enfin le premier pan de la quatrième de couverture, c'est bien de s'arrêter à une jeune femme va enquêter sur la mort d'un historien et à partir de là, on va comprendre un petit peu quel est l'univers, tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, la fantaisie, on a l'impression que on va tomber dans quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, qu'il va falloir qu'il y a tout un vocabulaire, qu'il y a des noms à rallonge, qu'on ne sait pas où on va, qu'il y a tout un univers extrêmement complexe, une histoire complexe. Enfin, des fois, on ne sait pas où on va. La fantaisie, des fois, c'est allez, vas-y, tu sais pas nager, ben commence au milieu de l'océan, vas-y. Et donc, du coup, c'est un petit peu difficile. Et ça n'est pas du tout le cas avec Robert Jackson Bennett. Cet auteur, il a cette force incroyable de nous amener il nous distille, pas comme Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, il nous noie dans un flot d'informations et au bout d'un moment, on finit par comprendre. Robert, de son petit nom Bob, il fait pas la même chose. C'est-à-dire que Robert, il va commencer par une histoire simple qui nous parle. L'histoire simple qui nous parle, c'est une jeune femme qui va enquêter sur la mort d'un historien. Dans Les Maîtres en le mineur, c'est une jeune fille une jeune femme qui va voler un objet. Et on part sur un postulat de départ qui est assez simple et qui pourrait être calqué à notre monde en fait. Et à partir de là, eh bien, il va venir construire quelque chose qui va être toujours d'une densité incroyable et surtout d'une crédibilité dingue. Il est très très fort. Il est très très fort cet auteur. Je pense que je suis sûre même, c'est un de mes auteurs préférés. Il me reste un tout petit livre à lire de lui qui est sorti chez Le Bélial que m'a offert Claire, que je remercie encore. Et après, j'aurai plus de livres à lire de cet auteur sorti en France. Cette série, elle a été écrite avant Les Maîtres en Lumineur, mais elle est en train de sortir maintenant puisque l'auteur a eu du succès. C'était pas le cas, il n'était pas connu avant. Il reste encore
trop peu connu en France. Je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas possible. Si vous voulez vous lancer dans une histoire de fantasy, mais lisez cet auteur. Il a écrit aussi un livre fantastique, American Elsewhere, que j'avais énormément aimé. Là, on est sur une trilogie et on est sur vraiment un univers de fantasy complexe, mais compréhensible. Et ça, c'est pas négligeable. Et qui nous laisse présager la suite, pour la suite de... Ben, je sais pas, en fait. On ne sait jamais où il va cet auteur. Quand je vois où est-ce qu'il nous a amené dans Les Maîtres mineurs, je ne sais pas où est-ce qu'il va nous amener. Ce que j'aime beaucoup chez Robert Jackson Bennett, c'est qu'il sort des sentiers battus de la fantasy. On n'a pas du tout de personnages féminins stéréotypés. Au contraire, on a des personnages féminins extrêmement forts. D'ailleurs, ce sont les femmes qui sont au premier plan. Dans Les Maîtres en Lumineur, c'était déjà le cas. C'est encore le cas dans La Cité des Marches. C'est vraiment l'auteur qui place les femmes au centre du game. Et j'adore ça parce que il le fait très très bien, avec beaucoup de subtilité. Et on n'a pas ce sentiment de c'est un homme qui écrit avec... Enfin, c'est une femme qui parle avec la voix d'un homme. C'est pas du tout le cas. Il est très fort, il y a beaucoup de représentations, il y a beaucoup de... vraiment, dans tous les sens, il sort des sentiers battus, il y a des personnages qui ont des orientations sentimentales et sexuelles qui sont différentes de ce dont on a l'habitude dans la fantasy. Vraiment, Robert, il est aux antipodes de la vieille fantasy qui pue la poussière des années 80. Robert, il est au-dessus du tout. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette update lecture, comme vous avez vu, qui était quand même composée de super lectures. Je me suis bien régalée. J'espère que j'ai été assez claire, parce que des fois j'ai l'impression que je ne suis pas toujours très claire dans mes résumés. J'aimerais surtout des fois vous en dire beaucoup plus, mais je peux pas, comme dans Wayward Pines par exemple, j'aimerais vous dire plein de choses, mais je peux pas, sinon je vous dévoilerai tout. Pareil dans La Cité des Marches. Je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des petits emojis sur ce qui vous plaira, ce qui vous plairait, et je vais essayer de découvrir en fonction des emojis ce qui vous plaît. D'ailleurs, c'est très rigolo. Une fois, j'avais pas du tout réussi, c'était pour la tatoueuse de Jaipur. Il y avait un âne, et pour moi, c'était un fromage, et je ne comprenais pas qu'est-ce que ce fromage venait faire là. Et donc, j'ai cherché. Et donc, c'est pour ça que c'est rigolo aussi, parce que vraiment, vous me posez des cols, et moi, j'essaye d'y répondre, et moi, j'aime bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!